de l'eau. De l'eau à perte de vue. Le sentiment de se diriger vers le bout du monde. L'équipe de The Explorer est partie à la découverte de la Nouvelle-Calédonie. Terre détachée de l'Australie il y a des millions d'années, la Nouvelle-Calédonie est un archipel d'Océanie à 1500 km à l'est de l'Australie et à près de 17 000 km de la France. Bordée par l'île des Pins au sud, des îles Loyauté à l'est, de l'archipel des Bélep au nord, la Grande Terre, l'île principale, surnommée aussi le Caillou par les Néo-Calédoniens, est plus que cela. Un Éden enchâssé dans un désert de jade, l'océan Pacifique. Ce territoire français du Pacifique Sud est un joyau. Il offre une palette de paysages et de couleurs somptueux. Protégé par une immense barrière de corail, à l'approche des côtes, surgissent des atolls nimbés de sable blond, des îlots posés au milieu de baies ouvertes et des trous bleus au milieu du récif. Au-delà des palmiers et des cocotiers balayés par les vents, émerge une terre parfois montagneuse, au sous-sol fertile en minerais. Depuis le ciel se présente à nous un territoire d'une richesse exceptionnelle. Ces îles regorgent d'espaces naturels extraordinaires. Avec 3300 espèces végétales recensées, dont 80% uniques, l'archipel se classe au 3e rang mondial en proportion d'espèces endémiques après Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Cette richesse n'est pas infinie et doit être protégée. Lorsqu'en septembre 1774, James Cook aborde la Nouvelle-Calédonie par l'île des Pins avec son navire le Révolution, quelle vision a-t-il de cette nature unique? Était-il comme nous, accompagné par les colonies de dauphins qui séjournent dans ces eaux turquoises? Pour beaucoup, l'île des Pins serait l'île la plus proche du paradis. Mais pour le grand navigateur et explorateur britannique, cette découverte est synonyme d'hallucination et d'effroi, quand au loin, il croit apercevoir les mâts d'une dangereuse armada étrangère. Ce ne sont que des pins colonnaires dressés qui bordent le rivage. Ce spécimen de pin majestueux à la douce silhouette, l'Araucaria columnaris, n'est visible nulle part ailleurs. James Cook, conquis par leur beauté, décide de baptiser ce bout de terre l'île des Pins. Le navigateur n'est pas le premier à découvrir cette île. Il est accueilli chaleureusement par les descendants de ses premiers habitants. 1500 ans avant Jésus-Christ, les Lapita, des explorateurs mélanésiens qui naviguent sur de simples pirogues à balancier, ont débarqué dans l'archipel calédonien. Ils sont rejoints plus tard par des Polynésiens et des Wallisiens. Progressivement se met alors en place la civilisation kanak. Aujourd'hui, les pirogues traditionnelles voguent dans la baie d'Upi pour le plus grand plaisir des touristes. Comment ne pas être émerveillé par les énormes rochers coralliens qui semblent tenir en équilibre sur l'eau? L'île des Pins n'a pas été un paradis pour tous ses occupants. De nombreux habitants se sont succédés ici depuis la fin du XVIIIe siècle. Baleiniers, santaliers, missionnaires protestants et catholiques, et des bagnards, des insurgés de la Commune de Paris, déportés de France. Drôles de colons d'une terre devenue française en 1853.
Plus au nord, juste au-dessus du tropique du Capricorne, nous découvrons la Grande Terre. Entourée de récifs et d'îlots, cette île lézard étire son corps sur plus de 450 km de long. Elle est traversée par une chaîne montagneuse centrale culminant à plus de 1600 mètres. À l'ouest et à l'est de cette dorsale, deux faces au visage si différents. Le flanc est de la Grande Terre, entaillé de vallées étroites et profondes, tombe directement dans la mer. Ici règne une végétation tropicale. Le flanc ouest est lui composé de vastes plaines, de paysages de savanes herbeuses et d'un sublime lagon. Loin des villes, les Kanaks, peuple d'origine de cette terre, vivent en tribus. On en compte plus de 300 en Nouvelle-Calédonie. Il est plus juste de parler de clans qui regroupent des familles et partagent un mythe et une terre. Chaque clan dispose d'une grande case ronde, traditionnellement la plus haute du village. La vie de la communauté, très structurée, est rythmée par les activités sociales et agricoles qui se déroulent selon le calendrier de l'Igname. La société kanak entretient un lien spirituel avec la terre. Le bonhomme de Bouraille, énorme bloc rocheux de quartz sculpté par le Ressac, est bien plus qu'une curiosité de la nature. Ancré dans la culture calédonienne, il serait, d'après les légendes kanak, le gardien du paradis, chargé d'accueillir les défunts dans l'autre monde. Une ouverture dans les flots située à côté du bonhomme ferait office de lieu de passage pour atteindre le royaume des morts. Dans cette campagne calédonienne, appelée aussi la brousse, coexistent d'autres habitants. La savane herbeuse parsemée de niaoulis est aussi le territoire des broussards. Ces habitants descendants des colons français et d'anciens bagnards. Ce sont les stockmen, une version océanienne des cow-boys à la tête de grands troupeaux de bovins. Le Far West sous les tropiques. C'est à un aventurier anglais, James Paddon, que la Nouvelle-Calédonie doit être devenue une terre d'élevage. Au milieu du 19e siècle, il débarque ici du bétail et le savoir-faire venu d'Australie. Les stockmen laissent vivre les bêtes à l'état naturel et adoptent le cheval comme compagnon de travail. La brousse. C'est ainsi que l'on nomme tout ce qui est en dehors de Nouméa. Créée en 1854 sous le nom de Port-de-France, la capitale de la Nouvelle-Calédonie est la plus grande ville francophone d'Océanie. Le Grand Nouméa concentre près des 2/3 des 270 000 habitants de l'archipel calédonien. Les traces de la colonisation française et de l'évangélisation par les missionnaires catholiques et protestants du 19e siècle sont encore bien présentes. La ville s'est développée avec l'installation d'un bagne sur l'île Nou,
mais aussi grâce à l'activité minière. Nouméa est une ville cosmopolite, héritage du peuplement successif de la Nouvelle-Calédonie. D'un quartier à l'autre, on croise une mosaïque de populations venues d'Asie, d'Océanie, de l'océan Indien, des Antilles, d'Afrique du Nord et d'Europe. Pour The Explorer, c'est le temps du bivouac. Le feu crépite, les lucioles s'envolent dans le ciel calédonien. Nous partons à présent à la découverte des richesses naturelles de l'archipel. Au petit matin, nous sommes ébahis à la vue du lac de Yaté. Nous pourrions être dans le Grand Nord canadien ou dans des zones marécageuses africaines. Ce paysage semble ne pas être naturel. Des centaines de troncs blanchis, immergés dans l'eau bleue du lac, une forêt noyée de chênes-gommes et de kaoris pétrifiés. On doit ce paysage étrange et original à la construction d'un barrage en 1959. C'était pour alimenter en électricité une usine de production de nickel. Ici, le temps et la nature semblent s'être figés, laissant place à un décor aussi sublime que fantomatique. Le bleu du lac de Yaté contraste avec les couleurs du parc provincial de la rivière bleue qui l'entoure. Derrière la palette de ces paysages se cache une diversité botanique considérable. Malgré une superficie 20 fois moindre que la France, la Nouvelle-Calédonie abrite presque autant d'espèces végétales terrestres. Plus de 3000, dont près de 80% qui ne poussent qu'ici. L'histoire géologique de l'île explique en partie cette biodiversité exceptionnelle. Fragments de terre submergés par l'océan, la Grande Terre a émergé partiellement couverte de roches du sous-sol océanique. Il en résulte des sols très riches en métaux. Si l'on creuse un peu, on trouve, entre autres, du fer, du nickel ou du cobalt. La flore de ces terrains miniers regorge d'espèces étonnantes qui ont dû s'adapter pour survivre. Les chercheurs ont mis à jour l'hyperaccumulation de métaux par certains végétaux, comme le Pycnandra acuminata ou arbre à nickel, plus connu en Calédonie sous le nom de sève bleue, en raison de la couleur bleu-vert du latex qui s'en écoule. Cette plante est capable d'accumuler une concentration de plus de 20% de nickel. Une propriété qui intéresse aujourd'hui chercheurs et industriels pour détoxifier des sols contaminés en métaux. À elle seule, la forêt humide calédonienne abrite 49 espèces de conifères, dont 48 endémiques, c'est-à-dire qu'ils ne poussent nulle part ailleurs. Parmi cette flore exceptionnelle, une tête d'épasse,
celle d'un arbre emblématique de la Calédonie, le grand kauri. Ce vénérable patriarche, âgé d'environ 1000 ans, est l'un des plus vieux représentants de cette espèce de grand conifère des tropiques. Ses dimensions sont impressionnantes. Avec un tronc de plus de 7 mètres à sa base, il s'élève à 40 mètres de haut. L'extraordinaire diversité de la nature calédonienne se conjugue malheureusement avec celle des menaces qui pèsent sur elle. Aujourd'hui, la forêt ne couvre plus que 15% de la Grande Terre. 300 000 hectares de forêt ont été explorés, défrichés pour l'exploitation du nickel. À cela s'ajoutent des incendies réguliers qui ont appauvri à l'extrême toute une zone de l'île. Seules les espèces les plus résistantes subsistent. D'autres dangers plus surprenants pèsent sur la nature. Le cerf rusa, ce petit cervidé qui prolifère. Aujourd'hui, l'animal introduit au XIXe siècle est devenu un fléau. Il y en aurait plus de 250 000 sur le territoire. Il laisse derrière lui des paysages lunaires, désertiques, une forêt dévorée. Les dommages environnementaux sont considérables. Quittons ces forêts et ces savanes de grande terre pour rejoindre le littoral. Dans les eaux cristallines qui bordent le Caillou, prospèrent 1700 espèces de poissons et 5500 espèces de mollusques. À titre de comparaison, il y a plus d'espèces marines sur une bande de 20 km d'un lagon calédonien qu'il n'y en a sur l'ensemble de la Méditerranée. Une biodiversité marine exceptionnelle, nichée dans un lagon fermé de 24 000 km², le plus grand du monde. Une richesse qui a valu à ces récifs d'être classés en 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Longue de 1600 km, la seconde barrière de corail au monde, après celle de sa grande voisine l'Australie, est un sanctuaire, habité, vivant, qui abrite une grande diversité de coraux et des communautés de poissons menacés ailleurs. Les paysages sous-marins sont d'un rare foisonnement. Ici, les gorgones, aux couleurs vives. Elles se déploient comme des éventails. Pour se nourrir, elles se laissent aller au rythme du courant et filtrent les particules présentes dans les eaux claires de l'océan. Ces coraux, pouvant atteindre 2 mètres d'envergure, sont le refuge de myriades de poissons. Le tableau est féerique. Cet écosystème d'une valeur universelle exceptionnelle pour les scientifiques est encore bien préservé, mais fragile, menacé par le réchauffement climatique, le tourisme ou la pêche. C'est pourquoi les Calédoniens ont créé depuis 2014 l'une des plus vastes réserves marines, le parc naturel de la mer de Corail. Lorsque l'on navigue autour de Grande Terre, on a la chance de croiser des baleines à bosse, des tortues luttes ou encore une colonie de dugongs, la 3e au monde. Dans les eaux claires de ce lagon, les vaches marines, comme on les appelle aussi, viennent brouter les fonds et se reposer de leur très longue gestation.
À 125 km de la côte est de Grande-Terre, nous nous rendons maintenant aux îles Loyauté, un petit archipel d'anciens atolls soulevés. 4 îles principales, souvent comparées à de grandes calebasses: Lifou, Uvea, Mare et ce confetti posé sur l'océan, Tiga. Ces îles sont fortement empreintes des traditions et de la culture mélanésienne, avec une population à 94% kanak. La beauté sauvage de Mare, faite de falaises profondément découpées et de criques de sable fin, est sujette à de nombreuses légendes. Le Saut du Guerrier, cette imposante fissure de 7 mètres de large, domine la mer à près de 30 mètres. Il se raconte qu'un guerrier, poursuivi par ses ennemis, l'aurait franchi d'un seul bond. Ses poursuivants seraient tombés dans le trou pour finir dans l'océan. Lifou est un jardin enchanteur. La plus grande des îles Loyauté présente un large plateau central couvert de forêts. Dans cet océan végétal, au détour de quelques cavités mystérieuses, se cachent d'inoffensives mais impressionnantes créatures. Les roussettes, une espèce de chauve-souris dont l'envergure dépasse 1 mètre. Elles vivent généralement en groupe, dans des grands arbres, et restent fidèles à leur campement pendant plusieurs générations. Ceinturant les forêts, le littoral est d'une beauté encore plus sauvage. Il oscille entre les plages au sable immaculé et d'impressionnantes falaises d'origine corallienne. Des terrasses basaltiques aux piscines naturelles, autant de vestiges d'un passé géologique mouvementé. Sur cette terre de coutume vivent 37 tribus. Celle de Docking a établi sa grande case au bord d'une falaise vertigineuse qui surplombe l'océan. 60 mètres plus bas, les vagues s'engouffrent dans d'immenses grottes couvertes de stalactites calcaires. Lieu de sépulture des chefs de la tribu, les grottes de Docking sont ces lieux dits tabous, c'est-à-dire à la fois sacrés et interdits aux profanes sans autorisation. À 60 km de là, des eaux d'un bleu émeraude, chargées de mystère. Elles subliment les paysages de l'atoll d'Uvea. La vue est digne des plus belles cartes postales. Uvea est protégée au sud et au nord par des groupements d'îlots que l'on nomme les Pléiades. Elle est bordée à l'ouest par un lagon très large, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Au nord, dans la région d'Ounié, nous apercevons dans les eaux transparentes d'une passe des requins-citrons. Le lieu est une véritable nurserie. Les mères viennent s'y reproduire ou déposer leurs petits pour qu'ils puissent grandir en sécurité à l'abri des prédateurs. Plage de sable blanc à perte de vue, eau turquoise, ici le temps ne semble pas avoir de prise. Et pourtant ce sont les assauts répétés de l'océan qui ont dessiné les falaises de corail de l'Ekini. Majestueuse et imposante, elle semble défendre l'atoll contre les éléments.
malgré ses 38 mètres de hauteur, Ouvéa est vulnérable, sous l'effet du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Pour éviter à l'île paradisiaque de disparaître sous les eaux, la tribu de Lekini souhaite replanter la mangrove. Il s'agit ici d'empêcher l'océan de s'immiscer plus loin dans les terres. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est un joyau de la biodiversité mondiale. La fragilité de ces écosystèmes terrestres et marins uniques en fait le deuxième hotspot après Madagascar. Les Calédoniens ont conscience de l'importance de la préservation de cette richesse exceptionnelle. Le respect de l'environnement, le sens de l'écologie est inscrit dans leur culture. Il s'agit de veiller sur ce qui tient une place centrale dans leur société, la nature. Forte de ce constat, The Explorer quitte la Nouvelle-Calédonie. Il existe ici un lien étroit, puissant, à la fois matériel et spirituel, entre l'homme, la terre et l'océan. La nature nous le rappelle. Comme au cœur de la mangrove de Vaud, la terre a un cœur. À nous de l'écouter.